Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'angle de la discussion dominicale sur les faits saillants de l'actualité nationale et même sous d'autres latitudes. Ce parcours télévisuel met en scène, vous le savez, des analystes et des leaders. Permettez-moi donc de recevoir mes covoituriers pour ce dimanche 3 juin 2018. Romer Badi Otabella, bonjour. Bon dimanche, Audrey. Et bienvenue à Canal Presse. Merci. Avec vous, je voudrais signaler que vous êtes correspondant de Jeune Afrique au Cameroun, à Yaoundé ou au Cameroun, la précision. Aux dernières nouvelles, c'était au Cameroun. Au Cameroun, vous couvrez l'ensemble du territoire camerounais. Avec vous, nous avons suivi hier la commémoration de la disparition de Monseigneur Bala, évêque de Bafia, disparu dans des conditions tristes, des conditions qu'on connaît, le 30 juin de l'année passée. Jusqu'ici, on n'en sait rien sur les causes effectives de la mort, les causes précises. Hélas, hélas. Je crois que on a l'impression que tout s'est arrêté après le communiqué du procureur général près de la cour d'appel du Sens. Ce fameux communiqué qui posait, je ne sais pas s'il faut parler d'hypothèse ou de thèse, selon laquelle Monseigneur serait décédé à la suite d'une noyade. Ce qui accréditerait la thèse plutôt d'un suicide. Thèse que rebat ou bat en brèche, notamment l'Église catholique qui maintient la thèse de l'assassinat. Alors, jusqu'à présent, le procureur, en fait, ça fait partie d'une tradition. Hein, ça fait partie d'une tradition, malheureusement, pour ce qui est des enquêtes assez importantes. Généralement, le ministère public ne semble pas communiquer à l'opinion publique, généralement, où en sont les choses. Mais j'ai plutôt l'impression qu'à travers ce communiqué-là, du point de vue, effectivement, du parquet, le débat était clos. Je ne les vois pas peut-être en train de se contredire en rouvrant, en faisant poursuivre peut-être la procédure. Mais le parquet ne clôt pas le débat, c'est le tribunal qui clôt le débat. Oui, mais je crois savoir que d'ailleurs je crois savoir que l'Église s'était constituée. C'était en justice. Voilà. Alors on ne sait pas exactement où c'est, mais je ne vois pas notamment le parquet en train de se dédier. Mais je pense que la chose la plus intéressante là-dedans, c'est de savoir quelles dispositions l'Église catholique en tant qu'institution prend pour que cette litanie de décès en son sein s'arrête. Et quelles dispositions elle prend aussi pour justement assurer notamment la sécurité de ses membres les plus éminents. Est-ce qu'il faut l'institution, je ne sais pas moi, des gardes du corps qui accompagneraient désormais les prêtres, le clergé, ou tout au moins les membres les plus éminents du clergé? Je pense que de ce point de vue, quand même, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire par rapport aux dispositions. Et d'un autre côté, je pense que il faudrait que le Vatican, entre autres choses, ne relâche pas une forme de pression qu'il pourrait exercer effectivement sur Yaoundé là-dessus. Malheureusement, on n'a pas connaissance éventuellement de ce qui a été entrepris, même si on sait que forcément, avec l'actuel pape, c'est sûr qu'il n'est pas dans les dispositions d'esprit que de ses prédécesseurs. Mais je pense que de ce côté aussi, il va falloir maintenir une forme de pression pour qu'un jour, peut-être, la lumière, tout au moins la vérité, puisse éclater. En tout cas, les évêques du Cameroun continuent de penser que Monseigneur Bala avait été exécuté. Nous suivrons naturellement cette actualité. Nous avons une pensée pour sa famille et pour la communauté chrétienne du diocèse de Bafia. Philippe Soir, bonjour. Bonjour Audrey. Bienvenue à Canal Presse. Merci. Et vous êtes le rédacteur en chef de Baromètre communautaire qui s'est installé en un laps de temps pas très long dans les habitudes de lecture des Camerounais. Vous en êtes fier, j'imagine. Oui, moins, mais je crois que davantage c'est la principale promotrice, Mélanie BTB. Mélanie BTB qui a cru, n'est-ce pas, qu'on pouvait investir dans ce secteur, comme vous le savez, qui est assez précaire, et qui a investi tout ce qu'elle a comme énergie et ressources. Et cela nous oblige, n'est-ce pas, à faire ce que nous pouvons pour essayer effectivement d'apporter, on va dire que du sang neuf ou un petit plus dans le paysage médiatique camerounais du citoyen. Et nous sommes fiers de voir que les gens sont sensibles à la dynamique communautaire, parce qu'on en a bien besoin. En Afrique centrale, je crois que c'est la région la moins intégrée du continent et le Cameroun qui est un... Avec vous, je voudrais qu'on commente cette actualité. Le comptage physique des personnels de l'État, il y a eu des dénonciations. La presse l'a signalé cette semaine. Plus de 900 personnes qui sont signalées, qui ont été dénoncées comme touchant
des doubles salaires, des triples salaires. Avec vous, on aura la précision. Mais sur le terrain, quelle est la situation précise de cette opération de comptage? Le directeur général du budget dit qu'on est à 122 000, un peu plus, presque 130 000 agents déjà recensés, à peu près 40% de l'effectif. Effectivement, 980, presque 1000 personnes dénoncées comme... mais je crois que jusqu'à présent, je veux dire qu'en le disant, il a une pointe de satisfaction. Personnellement, moi, pour le moment, je reste sur ma faim. Que ce soit sur les 900, les 122 000 poussières, que ce soit sur le millier de personnes dénoncées, c'est toujours pas un résultat dont on peut se satisfaire. Parce que l'estimation, n'est-ce pas, de sources informelles que nous avons, c'est que nous devrions avoir à peu près entre 8 et 10 000 agents fictifs. Et donc, si on en est seulement à 1000 personnes dénoncées, il est très peu probable que... Mais l'opération n'a pas encore duré 2 mois. Non, mais je veux dire que ça, c'est fait preuve de naïveté. Parce que pour qu'il y ait des dénonciations, il faut 2 choses. La première chose, c'est que les dénonciateurs doivent avoir une protection. Malheureusement, comme vous savez, chez nous, les lanceurs d'alerte ne bénéficient d'aucune protection de par la loi. Ensuite, il faut qu'ils aient un intérêt. Or, comme vous le savez, là aussi, le ministère a simplement fait une sorte de toilettage. Mais la question pour ceux qui seraient tentés de faire dans les dénonciations serait: que fera-t-on des économies qu'on va engranger au terme, n'est-ce pas, de l'opération? Sur cela, il y a un silence total. Mais plus largement, le périmètre même de l'opération, c'est que le ministère a décidé de prendre le serpent par le milieu. Je n'aime pas beaucoup évoquer... Mais on n'a pas encore eu ces résultats. Non, ce n'est pas cela. Il y a un objectif, l'objectif que le président... C'est pas la première fois qu'on lance ce type d'opération. On n'a pas encore obtenu ce type de résultat. Mais si si peu de temps. Si nous répétons, c'est qu'on n'a pas traité le problème à la racine. Et le drame chez nous, précisément, c'est qu'on a pris l'habitude de se satisfaire des demi-résultats ou des demi-victoires ou des demi-succès. Le président a demandé une action en 2 temps. 1, le comptage physique. 2, la sécurisation des pensionnés. Et le ministère a décidé de s'en tenir simplement au fichier solde. Mais en réalité, le fichier solde, ce n'est pas le plus grand mal pour la gestion, n'est-ce pas, du budget. C'est au niveau des pensions qu'on a le plus gros problème. Parce que là-bas, on a quand même un déficit cumulé d'à peu près 1200 milliards. On dira que stratégiquement, on prendra un sujet après l'autre. Peut-être après le fichier solde, on s'attaquera aux pensions retraite. Cyril Roland Belchon, bonsoir, bonjour, bienvenue à Canal Presse. Merci. Vous êtes directrice exécutive de Nouveaux Droits de l'Homme. Vous êtes ici en tant qu'expert des questions électorales, nous allons le voir tout à l'heure. Mais avec vous, je voudrais revoir l'actualité politique marquée hier par le congrès du Manidem, avec lequel on note le retour en force et au sommet du parti d'Anissé Ekane, ancien président, qui avait cédé sa place à plusieurs autres présidents jusqu'à hier. Est-ce qu'on danse le tango au Manidem? Non, avant de répondre à votre question sur l'actualité, permettez-moi de faire un coucou à mon fils qui est malade et dont j'espère qu'il sera en forme pour son examen dès demain. Je ne suis pas experte des questions électorales, je suis experte en droit de l'homme. Je crois que ceux qui sont experts en questions électorales, ils nous regardent en ce moment. Concernant l'actualité, moi, ce n'est pas vraiment une nouvelle information, ce n'est pas un événement pour moi, c'est tout simplement... voilà, une autre déception, tout simplement parce que je pense qu'au Cameroun, on n'a pas encore intégré les valeurs démocratiques aussi bien au niveau national qu'au niveau des entités qui sont censées mener ce processus-là. Je pense qu'on a davantage travaillé sur des leaders charismatiques et non sur des leaders, sur des institutions qui sont à mesure de créer des conditions d'une saine émulation, d'un certain engagement politique. Et je crois que c'est ça qui impacte même finalement aussi sur la partie globale, la partie électorale et politique globale que l'on constate au Cameroun. Parce qu'à la réalité, ce genre d'instances, des instances comme les partis politiques, devraient être des instances où des ambitions légitimes politiques s'expriment. Et c'est dommage de voir qu'on tourne autour de... Et ceci est valable pour tous les partis au Cameroun. Quand ce n'est pas une affaire de clan, c'est une affaire de famille. Quand ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire d'amis. Et puis finalement, à chaque fois, il y a ces guerres internes et on vient. Et c'est tout simplement triste parce que je pense qu'à la réalité,
des leaders dont on ne conteste pas peut-être la qualité, mais devait créer des institutions où, voilà, pourquoi pas aujourd'hui un nouveau leadership devrait prendre la tête. En tout cas, Anissé Kane aura, à l'occasion de la diffusion de nos tranches d'informations, à expliquer au public pourquoi il a dû revenir à la tête du Manidem. Non, je ne veux pas croire qu'au Manidem, comme au RDPC, ou comme dans d'autres formations politiques, il n'y a pas d'autres personnes en mesure de gérer. Ce serait plutôt grave pour des gens qui aspirent. On a essayé 2 ou 3 présidents gouverner le Cameroun. Et on n'a pas avancé, on le dira au Manidem. En tout cas, le président Ekane aura l'occasion d'éclairer la lanterne du public sur ce sujet-là. Vincent Kouété, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de division de l'économie au GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Vous avez envie de dire le principal regroupement de patrons? Tout à fait, la plus ancienne et la plus importante organisation patronale. La politique, c'est pas votre dada, mais vous êtes citoyen. On note la sortie de Jacques Famdongo qui est venu corriger cet impair qui signalait que le Jean Foumanaka, membre du Conseil constitutionnel, avait adressé une motion de soutien à la candidature de Paul Biya en fin d'année. Est-ce que dans le monde, dans le milieu des affaires, ce type de sujet-là, quand on les regarde, on tique, comme on a tiqué au sein de l'opinion nationale globalement? Et même au sein du RDPC qui a dû se reprendre. Bon, vous savez, le groupement interpatronal du Cameroun est une organisation apolitique. Donc, en tant que groupement, nous sommes un peu en marge de ces questions-là. Mais en tant que citoyens, effectivement, nous observons, et tout comme les autres, on est interpellés par tout ce qui se passe dans ce champ. Et je pense qu'il y a eu une information qui a été parue dans un certain canal, une correction qui est également parue par le même canal. L'œil Sahel, notamment. Je pense qu'il faut s'en tenir à cela et laisser les acteurs politiques faire le travail qui est le leur. Pour l'information, il faut noter que Jacques Famdongo, le président ou le patron régional du RDPC dans le Sud, signalait qu'on s'est trompé sur le prénom du concerné. C'était pas Jean Foumanaka, mais manifestement son épouse. Je voudrais signaler que Emmanuel Atangana de CRTV Post National devrait nous retrouver pendant ce parcours télévisuel. Ce sera le 5e invité. On espère qu'il va pouvoir se défaire des bouchons dans la ville de Yaoundé pour nous rejoindre en plateau. Mais, chers messieurs, puisque le décor est planté, je vous invite à découvrir le menu principal de ce débat sur l'actualité. C'est derrière la plume de J. Saint-Pierre et Sonon. Le Paul Moutazé aime faire bouger les choses. Souvenons-nous de ce secrétaire général de la primature en 2 temps. Souvenons-nous du ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qu'il a été. Souvenons-nous du ministre des Finances qu'il est. C'est dans ce sens qu'un ami grec rappelait ce matin qu'il faut inscrire des réformes entreprises dans les finances publiques et qui sont-elles un séisme. D'abord, les sociétés d'État qui vont devoir s'autogérer financièrement en produisant. Personne ne doute les travaux d'Hercule si largement réussis par lui Paul Moutazé, mais une question. Considérant celles-ci ont souvent été présentées comme des tentacules de grandes familles, comment arrivera-t-on à imposer un cahier de charges de rentabilité à ces entreprises? Comment en effet le Fonds monétaire international peut leur faire ça au FMI? Plus clair paraît cependant le train de réforme du secteur privé. Il en va ainsi de l'allègement fiscal. J'imagine pour sa viabilité qui ouvrira voie à un large recrutement et plus de productivité de la richesse. Et les CAM, vite, le directeur général des élections nomme ses collaborateurs. Éric Soussé n'a pas attendu quelques minutes pour choisir ses hommes à toutes les directions et services. Grande première, et c'est une curiosité, un ancien régional devient départemental. Le type en question était à la tête du centre et il a été promu, comprenez le sens inverse, il a été promu délégué départemental dans l'Union ESSO. Éric Soussé ne règle vraiment pas les comptes. À quelques-uns, il travaille seulement. Je suppose pour taire les querelles internes devenues grandes ces derniers temps à LECAM. Ce n'est pas la chasse aux sorciers, mais cela paraît incompréhensible dans un monde rationnel. La question revêt un intérêt, tant les collaborateurs au directeur général sont parfois techniques et donc qui déterminent la vie d'Elections Cameroun et LECAM et l'avenir du directeur général des élections. Entendons-nous bien, en 2018, théoriquement, Paul Biya sera réélu président de la République. Il restera alors la question de la manière. Et c'est bien l'enjeu, dans un contexte où certains occidentaux trouvent Paul Biya un peu moins indiqué que par le passé pour eux. Il y a cette crédibilité et il y a la patate chaude nommée Abdoulaye Babalé.
L'homme connaît un peu trop les choses. Et les menteurs, à l'inverse, disent qu'il avait l'intention de voler et qu'il doit à ce titre aller en prison. C'est ici que l'État doit opérer un choix. Permettre une réconciliation interne à l'ECAM ou choisir d'éventrer la structure en mettant Abdoulaye Babalé aux arrêts. Qui vivra verra. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio sur TFM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Bon appétit à vous, Gislain Pierre, si vous y êtes aussi. Parmi les problématiques soulevées par Gislain Pierre et Sono, il y a la question de l'épanouissement des entreprises locales en resserrant un peu ou en libérant un peu la pression fiscale. Philippe Soie, je voudrais savoir, est-ce que vous croyez que la solution, après les assises de lundi dernier, le 28 mai, à Douala entre JICAM et MIFI, la solution, c'est lever la pression fiscale sur les entreprises? Bon, il faut déjà questionner de manière, j'allais dire, un peu neutre la question de la fiscalité ou du niveau, n'est-ce pas, de la fiscalité au Cameroun. Globalement, au Cameroun, on n'a pas encore atteint le niveau, n'est-ce pas, de prélèvement. Je veux dire qu'on est en deçà de la moyenne africaine. Nous sommes autour de 17%. 17%. Alors, nous devrions être autour de 20%. Donc, il faut au contraire encore, j'allais dire, prélever, malheureusement. Le problème, c'est que pour le moment, c'est un groupe restreint d'entreprises, n'est-ce pas, qui supporte le gros de la charge fiscale parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui échappent encore à l'impôt. Soit parce qu'on n'arrive pas très bien à mesurer, n'est-ce pas, la matière imposable. C'est-à-dire que trouver quelqu'un qui vous dit que je n'ai qu'une boîte de tomates, mon fils, mais en fait, il a un magasin qui vaut quoi, 10-15 millions. Il faut simplement voir quand un marché brûle, c'est là où vous attendez. On attend les vrais chiffres. Voilà, n'est-ce pas? Donc, vous avez cela. Vous avez ce que nous appelons le secteur informel. Vous avez le fonctionnement, n'est-ce pas, de l'administration fiscale. Vous savez qu'au Cameroun, l'administration publique, c'est de 7h30 à 15h30. Mais, vous et moi, vous savez qu'il y a une importante activité qui se déroule dans l'après-midi et dans la nuit. Pour le moment, on n'arrive pas, n'est-ce pas, à imposer ces gens-là. Vous avez tout ce qui est, je ne dirais pas commerce ambulant, mais toute cette activité-là aussi, parce que souvent, ce sont des structures bien installées qui, pour baisser, n'est-ce pas, leur matière, j'allais dire que éclate un peu l'activité en multipliant tout ce qu'on voit comme commerce ambulant. Donc tout cela rend difficile l'imposition, n'est-ce pas, de la fiscalisation. Mais plus globalement, il faut d'abord qu'on s'accorde sur le fait que l'État a besoin, n'est-ce pas, de ressources pour assumer ses fonctions régaliennes. Bien. Et dans ces conditions-là, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, il faut maintenant que les gens soient disposés à contribuer. Il se trouve que malheureusement, le rapport entre l'État et les citoyens, entre l'État et les contribuables, il y a un hiatus qui vient de ce que les gens n'ont pas l'impression que les impôts qu'ils payent servent à quelque chose d'utile. Parce que pour ceux qui payent, et même pour ceux qui ne payent pas, la qualité du service public est médiocre, les infrastructures soit sont inexistantes, soit sont de très mauvaise qualité, la gouvernance d'une manière générale est assez déficiente, et donc cela ne motive pas toujours. Je veux dire qu'on ne paye pas parce qu'on est sûr qu'il y aura une route ou machin, il faut d'abord payer, mais dans un monde où la logique maintenant c'est la démocratie, la participation, comprenez que les gens parfois quand même attendent qu'il y ait comme un retour d'ascenseur. Sur ce point-là, je crois qu'il y a un gros débat et on espère que de plus en plus l'administration, le gouvernement, n'est-ce pas, va se résoudre à travailler dans le sens de la satisfaction des attentes de la population. Mais cela demande... Vous doutez que par le passé, ce ne fut pas cela? Non, enfin, ce n'est pas que je doute, mais enfin... C'est la mission principale d'un gouvernement. Mais cela dit, vous constatez que les opérateurs privés eux-mêmes ne sont pas prompts à aller déclarer les impôts, à aller déclarer leurs activités. Au même Badi Otabela, est-ce qu'il faut, à l'issue de ces travaux-là, penser que la faute revient aux opérateurs privés qui ne sont pas prompts à la transparence?
Je suis aussi catégorique que vous. C'est ce qui transparaît du propos de Philippe Soie, en tout cas. Je ne pense pas que nécessairement il faille jeter la pierre comme ça sur les acteurs privés qui ne vont pas déclarer. C'est vrai, on dit souvent que nul ne le fait de gaieté de cœur. Mais de manière c'est toujours une générale, douloureuse. Oui, c'est toujours une douloureuse, mais il faut quand même s'en acquitter. Mais d'une manière générale, je crois que le problème vient de ce que la plainte émane généralement des entreprises du circuit du secteur formel, qui estiment que en fait la charge repose essentiellement sur elles. Et je vais vous prendre un exemple bien précis. Sur les 4 dernières années, pratiquement, la fiscalité qui frappe l'industrie brassicole au Cameroun a plus que doublé, pratiquement. Là-dessus, vous avez un cas précis. Vous allez, par exemple, les brassiers du Cameroun qui vous disent qu'aujourd'hui, toute la fiscalité qu'elle doit reverser à l'État constitue pratiquement 55% de son chiffre d'affaires. On va même plus loin en disant que pour une bouteille de bière de 600 francs CFA, l'État prélève pratiquement 291 francs CFA. On est à pratiquement 48-49% de ce que l'État prélève sur une bouteille de bière de 600 francs CFA. C'est vrai, on ne va pas seulement focaliser rien qu'effectivement sur l'industrie brassicole. Peut-être toutes les autres industries ne sont pas frappées de la même manière, mais au moins on constate cela. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le contexte économique peut-être le justifie un peu. Il faut réduire notamment les déficits, notamment le déficit budgétaire. L'État a besoin notamment effectivement des recettes, des ressources, même s'il faut alléger aussi la dépense. C'est ce qui conduit à cela. Une fois qu'on a dit ça, on estime qu'il est peut-être intéressant, l'initiative qui est en train d'être prise là est assez intéressante. Pourquoi? Parce que dans le processus d'élaboration du budget, il n'y a pas que l'État du Cameroun. Vous avez des acteurs comme le FMI qui interviennent. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes inscrits dans un programme qu'on le veuille ou pas, la deuxième mission généralement du FMI au titre de l'article 4 arrive généralement, je crois, entre septembre et octobre au Cameroun. Et on sait que la loi de finances est introduite à la dernière session de l'année. Ce qui est sûr, c'est que l'État fait part au FMI, qui est un acteur extérieur, de ses intentions ou des décisions qu'il entend prendre, notamment sur le plan fiscal et budgétaire d'une manière générale. Mais pourquoi ne pas entendre d'autres sons de cloche? Notamment, par exemple, le son de cloche du patronat, par exemple. Peut-être que les associations, les individus qui sont aussi frappés, ne se sont pas encore constitués en des ensembles susceptibles de pouvoir influencer le cours du processus budgétaire. On n'en est pas encore là, mais c'est le cas des entreprises. Et normalement, elles veulent défendre leurs intérêts, elles estiment qu'elles ont leur mot à dire, au même titre que le FMI, qui est un acteur extérieur, a son mot à dire. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner. Mais je veux bien croire que c'est une bonne amorce, ce qui a été effectué, mais je reste pessimiste parce qu'effectivement, ça ne dépend pas rien que de Louis Motazé dans cette affaire. Les derniers arbitrages se font généralement à la primature, à la présidence de la République, et il n'est pas sûr que parce que Louis Motazé aura été sensible aux attentes du secteur privé. En tout cas, on verra bien en novembre dans le projet de loi de finances que va déposer le gouvernement sur la table du Parlement, si ces propositions ont été intégrées. Mais encore faut-il savoir de quelles propositions il s'agit. Il y a eu des recommandations, Vincent Kouété, il y a eu des recommandations à l'issue de la rencontre du 28, mais on n'a pas de trace de ces recommandations. On a eu un communiqué final, on a eu le discours d'ouverture de Célestin Tawamba, mais c'est l'omerta sur les recommandations qui ont été adressées au ministre des Finances. Oui, Rodrigue, je veux commencer par situer un peu le contexte général, cette initiative que le groupement interpartenarial du Cameroun a prise. Nous sommes effectivement dans une ère de réchauffement du partenariat public-privé, notamment du dialogue entre le gouvernement et le GICAM. Vous savez, depuis 1 an déjà, c'est une nouvelle dynamique basée sur la refondation, la réconciliation et le rassemblement des acteurs du secteur privé, effectivement, pour adresser les questions qui s'adressent. Et vous avez observé ces derniers temps combien le rapprochement administration et secteur privé se fait de plus en plus fort et plus présent. Je suppose que vous couvrez régulièrement les actualités du groupement interpartenarial du Cameroun, les rencontres, comme les autres groupements patronaux, cela va et les autres. Ouais. Cela va tout à fait de soi, nous ne revendiquons aucun monopole. Vous avez certainement donc couvert la réception de l'équipe GICAM en Nation au Palais de l'Unité, et également les audiences accordées à cette équipe-là par le Premier ministre et diverses administrations. Donc effectivement, nous sommes dans une ère de réchauffement de ce dialogue public-privé, d'autant plus que le contexte économique aujourd'hui impose que cette relation soit de plus en plus étroite et plus efficace. Vous êtes également sans ignorer la crise qui frappe la sous-région d'une manière générale, le Cameroun en particulier.
avec la mise en place d'un nouveau programme de réforme économique avec le FMI. Donc, effectivement, nous avons estimé que le moment était propice pour proposer, alors suggérer de nouvelles orientations qui permettent effectivement d'élever le dilemme que les uns et les autres ont évoqué, où on a un système fiscal qui est globalement inefficace, parce que le taux de pression fiscale, c'est-à-dire le ratio recettes prélevées par l'État sur richesse créée, c'est-à-dire le PIB, est de 16%. Et loin en deçà de la moyenne, loin en moyenne de ce qui se fait en Afrique subsaharienne, où on est à peu près autour de 20%. Et en même temps, vous avez un prélèvement fait sur des entreprises qui dépasse 57%, c'est la moyenne qui est reconnue dans le Doing Business, mais qui atteint 5%, 100% dans certains secteurs, notamment le secteur industriel. Vous avez parlé de l'industrie brassicole, mais il n'y a pas que l'industrie brassicole. D'une manière générale, c'est toute l'industrie qui est aujourd'hui fragilisée du fait que le système fiscal ou alors la manière de prélever l'impôt est totalement inadéquat par rapport à la réalité économique de ce secteur. Donc effectivement, nous pensons qu'il y a nécessité de changer les choses. Maintenant, pour répondre de manière très précise à votre question, il n'y a qu'un seul responsable de l'élaboration de la politique économique et donc de la politique fiscale également sur le gouvernement, et notamment le MINFI en ce qui concerne les questions de fiscalité. Donc les recommandations que nous avons faites lui ont été adressées en priorité et nous attendons effectivement d'avoir son retour avant de pouvoir de manière très précise aller dans les détails. Mais quoi qu'il en soit, c'est des recommandations qui portent, vous avez sans doute également noté au travers des différentes prises de parole, qu'il y a des défis à relever, notamment en termes d'ajustement de l'impôt sur le revenu, l'élargissement de l'assiette fiscale, la rationalisation de certains postes de fiscalité, mais également de protection des droits du contribuable et même d'amélioration du climat des affaires. C'est essentiellement sur ces 5 piliers-là que les recommandations portent, mais comme je dis, de manière spécifique, elles sont adressées au MINFI. Nous pourrons effectivement vous donner la trame générale, notamment l'idée de sortir d'une imposition qui, de fait, est désormais basée sur le chiffre d'affaires, pour passer à un système d'imposition qui retourne à l'orthodoxie et prélève une part du revenu comme cela. Et dans ces recommandations, dans les discours qui ont été prononcés, il y a eu ces propos liés, intuitifs, personnels, j'ai envie de dire, au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Vous avez indiqué qu'avec lui, vous vous sentez rassuré parce qu'il est pro-actif. Est-ce que par le passé, le JICAM a eu des soucis avec les autres ministres des Finances? Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la relation patronat-administration est une relation qui a ses hauts et ses bas. Comme j'ai indiqué, il y a des pics, il y a également des creux. Je pense que nous sortons d'un creux, notamment avec le MINFI, et nous sommes en train d'aborder véritablement une pente croissante. C'est pour ça que j'ai indiqué que nous pensions... Mais il a été nommé le 2 mars seulement, et en 2 ou 3 mois, vous avez estimé, vous avez constaté qu'il est proactif et qu'il pourrait faire mieux... Pas spécialement avec le ministre des Finances. J'ai indiqué le cadre global de la relation avec le gouvernement. Non, parce que dans votre communiqué final, vous avez souligné que lui, il est proactif. Avec lui, les choses vont un peu plus vite, mais on se demande, les délais sont quand même courts pour pouvoir faire ce type de constat. Non, les délais ne sont pas très courts. Que je vous essayer de suivre un peu la trame générale de la dynamique qui est enclenchée. Premièrement, nous avons un nouveau conseil exécutif qui est arrivé il y a 1 an déjà. Exactement le 21 juin 2017. Ça fait un élément de contexte. Deuxièmement, vous avez la situation où effectivement on est désormais retourné à un programme de réforme économique. Ça fait également un élément de contexte. Et troisièmement, vous avez, comme je l'ai dit, même au niveau du gouvernement, ce réaménagement qui a été fait. Donc nous sommes dans un contexte où désormais les indicateurs semblent au vert, effectivement, pour avoir une relation plus fertile avec le gouvernement. Je voudrais indiquer qu'il ne s'agit pas simplement de la relation avec le ministre des Finances. Si vous avez également bien suivi l'actualité, nous avons reçu avant lui le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour lancer un projet important que nous pilotons de mise en place de 2 centres de formation professionnelle. Avant lui, nous avions également eu le ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Union des patronats d'Afrique centrale. Et même cette semaine, le ministre des PM était encore au JICAM. Est-ce que le ministre des Finances vous a indiqué à vous que le Cameroun a pris des engagements vis-à-vis du FMI inscrit dans le programme triennal et qu'on doit augmenter les recettes? Et donc, les recettes du GT du Cameroun sont basées essentiellement sur les recettes fiscales. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous pensez qu'en 2019, Nous sommes tout à fait dans la trame de ce programme-là. Effectivement, la proposition que nous faisons au gouvernement vise à augmenter les recettes fiscales. D'une manière globale, nous demandons d'alléger globalement la recette sur la pression sur ceux qui sont visés au quotidien. Les mesures que nous proposons pourraient faire sur les postes actuels perdre une quarantaine de milliards, mais d'une manière générale en créer
beaucoup plus, pas le double. On a estimé à peu près à près de 80 milliards dessus. Donc là, à la limite, la balance aujourd'hui sera favorable pour l'État. Et c'est pour ça que nous avons bon espoir sur la suite positive qui sera donnée à l'ensemble de ces propositions. Roland Cyril Béchon, vous avez entendu le GICAM parler, vous entendez les journalistes spécialistes des questions économiques parler, mais la société civile se dit, elle a ce qui arrive comme une rengaine. Est-ce que ce n'est pas la qualité de la défense le problème? Est-ce qu'il faut simplement maintenir la pression sur les entreprises pour lever le plus d'impôts alors qu'à côté, la qualité de la défense la dépense n'est pas assurée? Non. Avant de répondre à votre question, j'ai quelques appréhensions sur le processus, sur le processus qui a été enclenché. D'abord, le GICAM n'est pas la seule organisation patronale qui existe au Cameroun. Nous l'avons signalé. Je me demande jusqu'à quel point leurs recommandations sont en harmonie avec le point de vue des autres regroupements, si tant est que c'est vraiment l'intérêt général qui est recherché et non l'intérêt des entreprises spécifiques qui sont membres de cette institution-là. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est le secret, c'est un peu le flou qu'il y a autour de ces recommandations. Ça démontre encore à quel point c'est un intérêt spécifique des groupes, en France, on dirait le CAC 40. économies, parce que nous, les citoyens, qui sommes censés savoir de quoi il s'agit, on n'a pas voix au chapitre. Ça veut dire effectivement qu'il y a une question de transparence, parce que pour moi, tout ce qui est économique doit sortir de ce qui est compliqué pour devenir accessible aux citoyens. Parce qu'en fin de compte, c'est nous qui subissons les effets des gouvernants et aussi bien du secteur privé que du secteur public. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est comme un débat entre amis. Parce que vous avez dit, moi je me suis demandé si le GICAM n'était pas un lobby derrière le ministre, parce que quand j'ai vu les fleurs qu'il lançait au ministre, j'ai dit, ben waouh, est-ce que c'est tout simplement ça ou il y avait autre chose avant? Mais quand même, peut-être qu'on lui offre des fleurs pour obtenir le meilleur de lui. Ce serait légitime. Non, mais pour dire que le plaidoyer ici doit aussi être marqué de la transparence et de la volonté des membres du GICAM de s'ouvrir et de faire connaître quel est le discours, quel est le dialogue, en fait, quel est le contenu. Parce qu'il peut y avoir des dialogues si nous autres, nous ne sommes pas au courant. Comment est-ce que le GICAM peut nous rassurer que les travailleurs, par exemple, sont protégés dans ce qu'ils ont dit, nous autres les travailleurs? Comment est-ce que le GICAM nous rassure que les entreprises protègent les intérêts, n'est-ce pas, des groupes à l'intérieur, sans toutefois rechercher uniquement la question des bénéfices de la fiscalité? Parce que la réalité, ici, quand on va lire les documents du GICAM, on verra beaucoup de virgules là, les pourcentages et tout, donc c'est une affaire de croissance. Et bien nous, non pas de question de développement au Cameroun. Comment est-ce que les politiques impactent sur nos vies, nous autres, les femmes, les mères au foyer? Peut-être au cours d'une discussion avec le ministre du Travail ou le ministre de l'Emploi, on va soulever ces problèmes. On ne peut pas soulever tous les problèmes à un seul interlocuteur. Mais moi, j'aurais aimé voir le ministre s'intéresser, par exemple, à la question du secteur informel au Cameroun. Il y a longtemps où on se plaint de la fiscalité locale. Jusqu'à quel point? Parce que les acteurs aussi peuvent ne pas payer parce qu'un problème se pose, c'est le problème de savoir qu'est-ce qu'on paye, où, quand et comment au Cameroun. L'accès à l'information, c'est un problème. Aujourd'hui, on nous dit que l'économie camerounaise est tenue à 80%, excusez-moi, ces chiffres ne sont pas justes, par le secteur informel. 98, mais malheureusement, voilà, vous voyez un secteur informel qui pas informel, les PME. Bon, pas les PME. Je parlais du secteur informel. Voilà. Vous voyez que ce secteur-là, qui est régi par la fiscalité locale, elle-même, cette fiscalité locale-là, où on n'y comprend rien, les gens se plaignent dans les marchés, c'est les arnaques, c'est tous les jours, et c'est comme ça que, voilà, la corruption gangrène le milieu, et les gens ne payent pas, ils ne déclarent pas, parce que tu ne veux pas déclarer, et que ça ne sert à rien, tu payes pour l'impôt de salubrité, mais on ne fait jamais la salubrité. Bon, pourquoi je vais payer? Moi, je ne paye plus, je suis tout simplement logique avec moi-même, parce que si on paye des impôts, il faut bien qu'en retour, on bénéficie, n'est-ce pas, aussi bien du service public et de l'ensemble de ce qui va avec comme facilité dans la jouissance, d'abord en tant qu'acteur économique, mais aussi en tant que citoyen camerounais. Romain Badi Otabela, est-ce que le secret entretenu ou bien l'exclusivité des recommandations du GICAM adressées au ministre des Finances peut entretenir la suspicion telle que le souligne Roland Béchon? Bon, je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à la suspicion. Encore que je voulais dire à l'intention de Roland Béchon que ils ont fait la promesse de communiquer de manière récurrente un peu sur les avancées là-dessus. Donc, faisons leur crédit. Là-dessus. C'était quoi la base? Une garantie de transparence. Je n'étais pas là, mais je crois savoir que ce n'est qu'une mouture qui a été proposée.
et qui fera l'objet effectivement des discussions entre les deux parties parce qu'il y a une plateforme, je crois, qui va s'instaurer. Vincent Kouete pourra me corriger là-dessus. Donc je pense que pour ce qui est encore d'une mouture, c'est difficile de pouvoir déjà communiquer là-dessus comme ça. Je comprends très bien la réserve peut-être des deux parties là-dessus. Peut-être que si vous vous rapprochez de Vincent Kouete, il pourra peut-être vous donner effectivement des éléments, de langage là-dessus. Mais pour commencer, je voudrais rapidement réagir sur 2 points. Le premier point, c'est qu'elle évoquait quand elle dit que il y a aussi les travailleurs et d'autres personnes qui malheureusement ne sont pas concernées par ça. Ce que je pourrais dire, c'est que vous n'allez pas faire le reproche au JICAM de se constituer à une sorte de lobby pour défendre ses intérêts. Mais pas de syndicat de patrons. Par contre, c'est un syndicat patronal, on peut dire. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, est-ce que les syndicats actuellement au Cameroun sont en mesure de constituer un rapport de force qui puisse amener le ministre des Finances à les écouter sur notamment les dispositions fiscales. Ce que le JICAM est en train de faire, le processus est un long processus. Ça n'a pas débuté aujourd'hui. Et là, je rebondis parce que vous avez posé la question à Vincent Kouete tout à l'heure. Bon, vous allez reprendre à sa place. Non, il ne pouvait pas s'avancer. Je vais vous dire pourquoi il ne pouvait pas s'avancer. Pour une raison simple, c'est qu'il y a eu là, en quelque sorte, c'est beaucoup plus une question de disposition personnelle. Lui, Paul Motazé, semble plus sensible au monde de l'entreprise que l'était. Il vient de la Camer notamment. Oui, mais je rappelle on peut comprendre cette fibre. Mais je rappelle aussi qu'Alamine Ousmane venait plutôt d'Afriland, du secteur privé dur. Mais de ce point de vue, l'approche, ou tout au moins la sensibilité vis-à-vis du patronat, d'une manière générale, entre Alamine Ousmane et lui pour Motazé, elle est carrément différente. Carrément différente. Et c'est pour vous dire que, en fait, ce travail n'a pas débuté depuis. On peut remonter jusqu'à Kamel Foumou, qui a commencé à monter les velléités, effectivement, de sensibilité par rapport au discours du secteur privé. Après, on a vu très bien que ça s'était arrêté quand même avec Michel Mevamo-Boutou. Ça a plus ou moins repris avec Polycarpe Abba. Et là, je vais souligner, ça a repris avec Polycarpe et ça continue plus ou moins avec Essimi Meunier. Et je vais souligner la différence aujourd'hui entre ces deux-là et lui pour Motazé. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, à l'époque, on envoyait tout au moins les dispositions, la partie liée aux dispositions fiscales au JICAM. C'est vrai que c'était quelques semaines avant le dépôt du projet de loi des finances à l'Assemblée nationale pour que le JICAM donne notamment ses avis. Ces avis on pouvait en tenir compte comme on ne pouvait pas en tenir compte. Et c'est ça la différence avec lui pour Motazé, parce que maintenant on va beaucoup plus loin dans l'implication du JICAM dans le processus d'élaboration du budget. Parce que je crois en ce moment nous sommes soit aux pré-conférences, soit aux conférences budgétaires. Je crois le lancement des consultations a commencé vendredi au ministère des Finances. Donc ça veut dire que là on plante en amont beaucoup plus tôt que ne le faisait par exemple Polycarpe Abba et Essimi Meunier, beaucoup plus tôt, peut-être les décideurs du JICAM. Cela ne veut pas nécessairement dire oui. Pour la gouverne du public, peut-être au gré des configurations gouvernementales, on est passé du ministère de l'économie et des finances avec Foumana à Kamel Foumou, on est allé au ministère des finances et du budget avec l'actuel secrétaire général du Sénat, Mevamo-Boutou, et plus tard l'économie et des finances avec Polycarpe Abba, et on est revenu au ministère des finances avec Essimi Meunier. Ça ne peut pas expliquer le fait qu'un ministre soit plus porté. Non, c'est beaucoup plus ça. Je crois que c'est une question d'équation purement personnelle. Parce qu'il est une chose là, Vincent va peut-être me corriger là-dessus. N'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle aussi BF, le Cameroun Business Forum. Lorsque lui, Paul Motazé, décide d'instaurer cette plateforme bilatérale, moi, je me pose la question, que devient donc effectivement le cadre du Cameroun Business Forum? Parce qu'effectivement, ce qui est généralement débattu au Cameroun Business Forum, on intègre entre autres, généralement aussi les questions liées à la fiscalité là-dedans. Est-ce qu'on va sortir du Cameroun Business Forum maintenant pour les questions d'ordre fiscal, pour les adresser uniquement dans ce cadre bilatéral? C'est une des choses qu'il va falloir revoir. Il va peut-être répondre. Mais j'estime que, je termine par là, j'estime que en fonction de chaque ministre des Finances, je vais dire la sensibilité vis-à-vis du secteur privé a évolué dans le temps et ça c'est très important. Donc il y a d'abord une question de feeling personnel. Parce que de ce point de vue, je vous dis, à la Ousmane, mais je regrette si le secteur privé en parle. En tout cas, il exécutait les missions qui lui avaient été confiées. C'est pas Alamine Ousmane qui a été élu président de la République, c'est simplement une question de mission. Oui, qui exécute aussi les missions qui lui ont été assignées. Philippe Soie, je voudrais savoir, en revisitant le passé, est-ce que vous pensez que le JICAM a aujourd'hui les coups des franges? Il y a eu des consultations par le passé, en 2016, en 2015, en 2014. Est-ce qu'au regard du budget qui a été adopté à l'Assemblée nationale, on a eu l'impression que la voix des opérateurs économiques a été entendue dans la loi de finances? Non. Non, mais pour rendre justice à Alamine Ousmane, il faut dire qu'en 2012, il avait déjà
consulter pas le JICA, mais le patronat, le secteur privé, plus largement. Je venais de signaler que c'était pas en 2012 nouveau. pour la préparation du budget 2013. La faiblesse dans sa démarche, c'est qu'effectivement, il agissait après le comité interministériel d'examen des programmes, puisque ça, c'était pour entrer sur le budget programme. Et quand ce comité siège, on a déjà l'architecture du budget, on a les programmes. Et on a la circulaire du parfois la circulaire même déjà donne le cadre. Et autour donc, de à partir de ce moment, il septembre. est difficile, n'est-ce pas, d'intégrer une disposition qui peut impacter sur l'enveloppe globale, parce que ça va demander d'engager de nouvelles négociations avec les ministères pour savoir où est-ce qu'on ajoute, où est-ce qu'on retranche et tout ça. Ça, c'était la difficulté. Avec ce que Motazé fait, il a pris en amont, parce que maintenant, après, il va donner le document du JICAM à la douane et aux impôts, qui, dans leurs hypothèses, vont travailler maintenant avec, je vais dire, deux approches. L'approche interne que chaque administration avait prévue et l'hypothèse du JICAM. Et chaque fois que l'hypothèse du JICAM permet d'avoir plus de recettes fiscales, certainement qu'on prendra leurs dispositions. Maintenant, pour ce qui est de la réforme, il faut, et c'est madame qui avait raison, je crois que c'est très important, il ne faut pas oublier ce que c'est que le JICAM. Le JICAM, c'est la voie. Quand on dit patronat, c'est la voie du capital. Le capital au Cameroun, c'est 85%, n'est-ce pas, du secteur privé, mais c'est seulement 50% des emplois. Le capital au Cameroun, c'est à peu près 90% de multinationales, c'est-à-dire l'argent des étrangers. Et ces gens, le JICAM à la base, c'est d'abord les représentants des filiales étrangères qui sont là depuis 60 ans. C'est pour ça qu'à la base, ce n'était que les grandes entreprises. Sur le tard, ça fait 2 ou 3 ans, ils ont compris que bon, ils pouvaient accepter quelques PME. Mais c'est très important de savoir, lorsque le ministère part discuter seulement avec le JICAM, il est assuré d'une chose, c'est eux qui apportent 80% des recettes fiscales. La question, il n'y a pas que les recettes fiscales en matière d'économie et de développement. Parce qu'en matière d'emploi, pas le JICAM, mais les grandes entreprises, c'est seulement 50%. Les petites et moyennes entreprises, c'est 50%, avec seulement 15%, n'est-ce pas, du chiffre d'affaires du secteur privé. Et donc, ce côté-là, je crois effectivement que doit interpeller ceux qui travaillent pour l'élaboration de la politique économique, n'est-ce pas. Et dans ces conditions, je ne suis pas sûr qu'on soit porté à applaudir des deux mains telles que les choses sont en train d'y aller. Parce que le JICAM, qui est le regroupement des grandes entreprises, est aussi la structure qui bénéficie des largesses du gouvernement en matière d'incitation, d'exonération, tout le reste là. Donc, dans ces conditions-là, on est dans une logique un peu clientéliste où, bon, écoutez, je ne vais pas lui prêter des intentions. Le gouvernement a besoin. On va faire poser intention. Le gouvernement a besoin de résultats. Analyser les faits. N'est-ce pas? Le gouvernement a besoin de résultats pour conduire à bien son programme économique avec le FMI. Et donc, il appuie sur les gens qui peuvent donner les ressources pour qu'ils l'exécutent. Parce que là-dedans, la clé, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale compte tenu de ce que les recettes d'exportation sont en baisse, compte tenu de ce que les financements internationaux sont de plus en plus rares et onéreux. Et donc, on voit ceux qui ont des ressources et qui peuvent mettre dans la boîte. Donc, il faut faire attention parce que souvent, ce qui arrive, c'est que si on est sensible aux grandes entreprises, ça se fait toujours sur le dos du travailleur et du citoyen. Et je crois que le regard un peu, comment je vais dire, un peu dédaigneux qu'on a vis-à-vis de la PME au Cameroun. Il faut rappeler, la PME au Cameroun, c'est le Cameroun. Je disais tout à l'heure que c'est 98% du tissu. Voilà, économique. 99% du tissu économique. Ce n'est pas le plus important. Parce que les 99, c'est 50% de création d'emplois. 50%. Il ne pèse que 15% du chiffre d'affaires, mais il crée la moitié des emplois dans le secteur privé. Et cette propension du gouvernement à courir chaque fois qu'on touche au JICAM, pendant que les PME se meurent à la petite semaine, n'est-ce pas? Parce qu'elles ne bénéficient pas d'une fiscalité appropriée. Comprenez? C'est un problème. Et on ne pourra pas développer ce pays
si on est sensible que, n'est-ce pas, à la voix des PME. Vincent grandes entreprises. Vincent Koueté, je vous ai vu sourire pendant que Philippe soit exposé, parce que c'était littéralement un exposé à charge, vous le dites, à charge, vous le dites, contre le GICAM. Mais est-ce que finalement le GICAM n'est pas privilégié et n'a pas de raison de se plaindre, ou quand il se plaint, le GICAM, il ne pense qu'aux puissants du CAC 40, si on parlait sur le Landerneau français, ne pense pas aux tout petits, les salariés. Peut-être il y a tellement de choses qui ont été dites. Je vais essayer en quelques minutes. Oui, en quelques minutes. D'abord sur la confidentialité des propositions. Je pense que c'est surtout une question simplement d'élégance. Ces propositions seront sur la place publique une fois que le gouvernement, on a d'abord préféré que le principal destinataire soit le premier à envoyer la primeur. Je pense que cela peut bien se comprendre. Il faut bien que ces services analysent. Ces propositions seront... Ce n'est pas un très bel exemple de reddition. Sur la place. En plus, il ne s'agit que de propositions. J'ai bien indiqué que le responsable de la politique fiscale du pays, c'est le ministre des Finances, ce n'est pas le GICAM. Deuxièmement, vous avez parlé, notamment M. Soit d'un groupement qui serait privilégié. Si on est privilégié, pourquoi est-ce qu'on se gêne encore à faire des propositions, à faire tout un... Parce qu'on veut gagner davantage. On n'a jamais assez. C'est une logique du capital. Oui, et c'est cette méfiance, cette défiance plus ou moins, où les acteurs économiques, que ce soit la société civile, le gouvernement, le secteur privé, on a l'impression qu'on n'a pas les mêmes objectifs. C'est un peu ce mur-là qu'il faut absolument briser pour avoir une fiscalité qui effectivement permet d'assurer tous ces objectifs, à la fois permettre au gouvernement d'avoir des recettes, mais également ne pas brider les potentialités des entreprises à produire. C'est bien cette question de méfiance. Vous, quand on suit la société privée, c'est forcément les choses d'entreprise de gagner plus sur le dos des autres. Non. L'entreprise est une organisation sociale qui intègre, au moins lorsqu'une valeur ajoutée est créée, 3 entités qui se la partagent, les salariés, l'État, pour ses missions régaliennes, avant l'investisseur et effectivement pour la rémunération de son capital. C'est bien cette dimension-là. Il faut toujours chercher l'équilibre entre les deux. Sur la représentation du GICAM, est-ce que le GICAM c'est un club des grands? Je renvoie tous les spectateurs, tous les auteurs de l'émission Canal 2 sur le site internet du GICAM. Vous avez la liste de tous les membres, tous les entreprises membres du GICAM. Et là-dessus, vous pourrez vous-même vous faire votre propre religion sur la structure de ces membres et constater que près de 40% des membres du GICAM sont des PME. Et encore une fois, je ne vais pas trahir un secret sur la structure des propositions qui ont été faites. Nous parlons notamment de la question de l'équité fiscale. Nous dénonçons effectivement ces dérogations qui sont accordées, parfois de manière légale, mais également de manière illégale. Fantaisiste. C'est cela que nous voulons remettre sur la table lorsque nous disons effectivement qu'il y a des gains à faire si effectivement on rationalise un certain nombre de choses. Donc, par exemple, la question des PME. Nous sollicitons par exemple une harmonisation des taux de prélèvement sur les entreprises, parce qu'effectivement aujourd'hui on se rend compte que les taux de précompte, ne prendre que celui-là, est plus fort sur les PME que sur les grandes entreprises. Pourquoi une organisation qui représenterait les grandes entreprises irait dans ce sens-là pour faire de telles propositions? Nous demandons d'harmoniser et de mettre par exemple à 1,1% du chiffre d'affaires pour toutes les entreprises. Les grandes entreprises sont aujourd'hui du réel, font un prélèvement d'acompte IS à 2,2% du chiffre d'affaires, pendant que les PME sont prélevées à 5,5%, certains même 10%. C'est l'une des limites que nous avons soulignées et nous demandons de revenir, comme les autres pays l'ont fait, comme ça se passe par exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Ghana, à 1,1%. Vous voyez qu'on a eu quelques lignes des recommandations adressées au gouvernement finalement. C'était utile cette émission. C'est des choses que nous avons. Non, parce que en fait, il faut bien comprendre, les propositions ne sont pas faites pour un groupe d'entreprises, elles ne sont pas faites pour un secteur d'activité particulier, elles ne sont pas faites pour une catégorie d'entreprises, parce qu'effectivement, le GICAM fédère tous ces éléments et est vraiment représentatif pour sortir. La question de la place du CBF, ou bien de la relation particulière que nous voulons tisser avec le MINFI. En réalité, le GICAM a une relation particulière avec toutes les administrations qui relèvent du champ politique. J'ai indiqué le nombre de ministres que nous avons reçus tantôt, que ce soit sur les questions de formation, parce qu'il n'y a aucun pan de l'activité, aucun domaine que nous devons négliger lorsque nous voulons effectivement accompagner les entreprises vers leur développement. Tous les aspects sont importants. Et avec le ministre des Finances, nous avons simplement convenu d'avoir une rencontre bilatérale où il y aura effectivement une reddition des comptes devant le CBF. Bien, il a beaucoup insisté, le Premier ministre étant son patron. Il a besoin également d'avoir ce regard qui pourrait être un regard hiérarchique qui lui permette également de booster un peu dans le domaine des réformes qu'il peut avoir à mettre en œuvre. Donc l'idée, c'est d'avoir cette rencontre
MINFI patronat qui serait inscrite et institutionnalisée dans le cadre de l'élaboration de la loi des finances. Je pense que ça a été dit dans le communiqué final. Oui, ça a été dit, cela a été dit. Ça a été dit. Et ensuite, donc, à prendre des résolutions devant lesquelles le ministre des Finances s'engagerait, le patronat également s'engagerait, et on aurait donc un compte rendu qui sera fait au Premier ministre lors du CBF. Peut-être un dernier élément. Parce que je ne sais pas si j'aurai encore, s'il y aura notre tour de parole pour repréciser sur le contexte général qu'il va falloir également faire évoluer, notamment sur les questions de gouvernance et de lutte contre la corruption. Vous avez également vu que le communiqué est revenu là-dessus, parce que c'est des éléments qui vont ensemble. On ne peut pas rationaliser si effectivement les comportements, la manière de faire même des affaires ou de pratiquer l'administration ne s'améliore pas, notamment sur ce domaine de l'éthique et de la lutte contre la corruption. Alors, Oumé Mbadi Otabela, peut-être pour sortir du sujet, comment entrevoyez-vous 2019 ? Le gouvernement est tenu par les accords signés avec le FMI. Il faut élargir les recettes. Le GICAM qui estime qu'il faut lever un peu le pied. Vous imaginez, quels sont les scénarios possibles pour sortir de ce sujet? Oui, je pense que déjà, la panoplie, pour ce qu'il m'a été donné de constater, la panoplie des propositions et autres, c'est tellement vaste, ça va s'étendre vraiment sur la durée, dans le temps. Il est possible qu'il y ait quelques aménagements là à très court terme. Il est très possible. Mais comme je dis, il faut faire très attention. Dans le processus budgétaire, vous avez un autre acteur qui intervient. C'est le FMI. Le FMI, effectivement, est très préoccupé justement par l'élargissement de l'assiette fiscale et même, effectivement, le niveau de prélèvement qui est fait. Donc, il n'est pas sûr que forcément les propositions du GICAM aillent dans le sens de ce que veut le FMI pour justement maintenir un peu un certain équilibre. Surtout, je dis, il y a un objectif de réduction du déficit budgétaire. Ça, c'est d'un. Et deux, je dis, c'est bien beau ce que lui, Paul Moutazé, engage, mais même s'il a parlé tout à l'heure du Premier ministre, les derniers arbitrages se font à la présidence de la République. On le sait. Est-ce que le GICAM, pour le moment, en tant que lobby, est en mesure, au-delà du ministre des Finances, est en mesure de pouvoir faire porter et faire entendre ses propositions à la primature et surtout à la présidence de la République, qui est la dernière instance de validation? On verra. Et même, il y a même l'Assemblée nationale, parce que tout n'est pas perdu. C'est vrai qu'il y a un dialogue, je crois, qui a été engagé aussi avec les membres, avec le Parlement, mais il y a encore différentes instances. Donc, c'est bien beau ce qui est amorcé là, mais je vais dire, il ne faut pas non plus être triomphaliste. Oui. Emmanuel Atanga nous a rejoint en plateau en cours d'émission. Je voudrais sortir définitivement par là au sujet de la rencontre GICAM-MINFI lundi dernier. Laurent Béchon signalait tout à l'heure qu'on n'a pas beaucoup entendu la voix du GICAM quant à la qualité de la dépense publique. C'est une question au centre, et c'est une poche de dépenses, c'est une source qui peut nous permettre d'améliorer la qualité des dépenses et donc de trouver des recettes. Merci pour la question. Je dois d'abord faire observer que le GICAM en tant que syndicat, il y a toute une polémique. Est-ce que c'est un syndicat des patrons n'a pas forcément besoin de donner des leçons précises au gouvernement par rapport à l'élaboration de la politique économique et notamment fiscale. Maintenant, par rapport à la qualité de la dépense, le gouvernement de la République a déjà pris une batterie de mesures pour justement améliorer cette qualité de dépense. Et certaines propositions même du GICAM vont dans ce sens. Et pour reprendre ce que Mbadi Otabela vient de dire, la majorité des propositions du GICAM, contrairement à ce qu'il dit, rejoignent celles que le FMI avait déjà émises en 2005 lors de la rencontre avec les ministres des Finances au moment du point d'achèvement. Oui, de la sous-région Afrique centrale et notamment aussi lors de ce sommet extraordinaire convoqué par le président de la République, le chef d'État camerounais, avec ses pairs d'Afrique centrale. Maintenant, la qualité de la dépense, c'est pas une préoccupation majeure pour le GICAM. Ça l'est pour l'État. C'est une préoccupation majeure pour l'État du Cameroun. Et au quotidien, l'État montre que c'est pour le GICAM, Philippe l'a dit tout à l'heure, c'est le capitalisme pur et dur. C'est pour ça que dans leur proposition, ils demandent à l'État d'abandonner l'impôt sur le chiffre d'affaires. L'impôt sur le revenu. Oui, et d'aller sur l'impôt sur le revenu parce que l'État va perdre 45 milliards de francs CFA et récupérer 65 milliards de francs CFA en l'élargissant l'assiette fiscale. Mais le gouvernement a déjà pris un ensemble de mesures justement pour sécuriser les recettes fiscales. Ça fait partie justement de ce qu'on appelle la qualité de la dépense. Mais je crois qu'il faut quand même encourager cette initiative
du JICAM. Ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la promotion du dialogue public-privé prôné par le président de la République. Il n'y a pas eu que le JICAM, malheureusement, le temps nous tient à la gorge. Il n'y a pas eu que le JICAM, la concertation JICAM-MIFI au cours de cette semaine dans l'actualité. D'autres sujets ont encombré les colonnes de journaux. Je vous invite à visiter ces sujets-là sous la plume de Brand Kamga qui signe la revue de la presse de Canal Presse. Bonjour. Plusieurs Camerounais ont perdu la vie la semaine dernière à Menkapening dans le nord-ouest. Un affrontement entre les forces de défense et des personnes taxées de sécessionnistes a fait plus de 20 morts. Des images insoutenables. Titre mutation. L'armée est accusée de canage près de Santa, indique le quotidien Émergence. Des morts de trop avec d'excessives exactions. Certains estiment qu'il y a des informations et pour d'autres, le dialogue s'impose. C'est une base de sécessionnistes qui a été détruite et 20 otages ont été libérés. Selon l'orphelin, des armes, munitions et documents stratégiques ont été saisis sur le terrain des affrontements. C'est un acte de bravoure de l'armée camerounaise pour le soir. Des images grossièrement montées visent à ternir l'image du pays sur les réseaux sociaux. The Guardian Post évalue les meurtres à 25 dans l'arrondissement de Santa. Le malheureux constat, c'est que l'ensemble des élites du parti au pouvoir gardent un silence inquiétant après ces tristes événements. Autre drame, autre silence, la mort tragique de l'évêque de Bafia, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. La voix du centre constate qu'un an après sa disparition, le spectre de l'assassinat continue de planer. L'église catholique de Bétois, par contre, vient d'être condamnée par la Cour d'appel de l'Est à verser plus de 3 millions de francs CFA à l'ancien enseignant de l'université catholique, Joseph Raymond Bonmis. Ce qui traduit pour Soleil Plus un certain malaise dans la gestion des affaires au rectorat de l'UCAC coordonné par Monseigneur Joseph Atanga. A contrario, la sérénité est de retour à l'extrême nord. Cameroun Tribune constate que les attaques à répétition de Boko Haram ont cessé. Les activités reprennent peu à peu, même s'il faut rester vigilant. Le nouveau plan de guerre à mettre sur pied, c'est le détournement des stratégies franco-américaines qui vise absolument à faire partie Paul Biya du pouvoir. Pour la nouvelle, le président de la République est déterminé à déjouer tous les pièges des ennemis. En interne, il y a danger sur les élections. La cacophonie observée à Elections Cameroun a emporté le directeur général Abdoulaye Babalé. Sans détour, a vu son plan détourné, car en lieu et place de Amanda Yoro, selon sa prédilection, c'est plutôt Éric Essoussé qui a été nommé directeur général des élections. Du sang neuf qui pousse le quotidien Émergence à se demander s'il y aura enfin apaisement au sein de cette institution. Les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets, le nœud du problème étant la structuration et le fonctionnement à tête chercheuse du Conseil électoral et de la Direction générale des élections au niveau des textes. Tout compte fait, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais prépare les élections dans le Nyong Mfumu. 25 millions de francs CFA ont été cotisés par les militants et sympathisants du parti au pouvoir, rapporte le quotidien L'Épervier. Mutation quant à lui revient sur les torses nus du SDF au 20 mai qui affole le pouvoir. Le préfet du Mfundi Jean-Claude Tila a condamné le comportement des militants du Social Democratic Front alors que plus tôt, son chef, le président de la République, félicitait le parti pour sa participation au défilé. Contraste. Celui qui dit être le fils du président de la République, Gilbert Baonlar, lui se contente sans avoir froid aux yeux de dénoncer, d'accuser les membres du gouvernement sur les chaînes de radio et de télévision. Week-end se demande d'où il tient ces informations et sur quoi il compte concrètement. L'ancien ministre des Arts et de la Culture, Amatou Toumouna, elle veut compter sur la justice camerounaise pour récupérer sa part d'héritage familial. Le Soir rapporte que ça chauffe au tribunal de grande instance de Douala, où les frères Toutou auraient détourné la part qui lui revient. Une affaire à suivre. Bon dimanche et à dimanche.
Bon dimanche, Brand Kamga, dans les sujets soulevés par Brand Kamga, on note le mouvement à la tête de l'ECAM, à la direction générale des élections, un nouveau vent d'espoir de renforcement de l'indépendance, peut-être, Cyril Hollande-Benchon, un nouveau directeur général, qui était directeur général adjoint depuis le lancement de l'ECAM en 2008, un nouveau directeur général adjoint qui vient du ministère de l'administration territoriale. Est-ce que ce renouveau-là peut insuffler une certaine conviction, une certaine foi à l'idée que l'ECAM peut finalement être indépendant? Vous savez, j'ai beaucoup partagé et élaboré, aimé aussi surtout la sortie du président Obama lorsqu'il disait que nous avons besoin des institutions fortes et non des individus forts, des personnes fortes. Parce qu'à la réalité, la question au sein de l'ECAM, ce n'est pas une question de personne. Pour nous, c'est une question d'institution. On pense qu'un organe de gestion des élections doit remplir un certain nombre de conditions de transparence, de crédibilité pour être en mesure de délivrer en matière de démocratie et d'élection plus précisément. Il me semble que depuis l'adoption du code électoral en 2012, tous les acteurs, nous compris, on a estimé qu'il était impossible pour l'ECAM en tant qu'institution de braver tous les blocages qui avaient été trouvés ou alors qui avaient été identifiés dans le code électoral comme pouvant être des blocages qui devaient miner. À l'époque, on nous a dit non, la société civile va trop, il faut attendre de juger le maçon au pied du mur. Mais malheureusement, on se rend compte que le maçon n'arrive pas à construire un mur qui soit solide, un bâtiment solide et qui est lui-même en train de péricliter. À la réalité, pour nous, bon, c'est vrai. On peut dire que l'action de nommer un nouveau directeur, la réaction, elle peut être saluée. Mais au fond, est-ce qu'il s'agit tout simplement de changer de directeur? Bon, le nouveau directeur, moi je le connais depuis bien longtemps. Il était encore au MINAT, c'est un technicien avéré. Mais est-ce qu'il s'agit uniquement d'une question d'un technicien? Parce qu'il est arrivé, on dit entre guillemets, il a nommé ses hommes en poste. Quand M. Babala était arrivé, c'était le même balayage. Il a nommé ses hommes. À la direction générale avant, c'était le même processus. Ça veut dire qu'à la réalité, il y a comme une forme, ce que nous décrions sur la place publique est en train de se vivre à l'ECAM. Maintenant, comment est-ce que le clan qui est mis à l'écart aujourd'hui, c'est une affaire de clan, va participer à la pacification du travail ou à la pacification des rapports au sein de l'institution? Ça veut dire, vous comprenez que pour nous, quand on a fini de dire que faute l'autre, peut-être qu'il aurait fallu qu'il y ait un audit interne pour voir exactement quels sont les blocages et comment est-ce que ces problèmes sont réglés. Et je suis sûre que parmi ces problèmes, on devait retrouver le problème du code électoral parce que aujourd'hui, si M. Babale était un homme qui aimait les problèmes, je crois qu'il aurait pu contester la décision du Conseil électoral, tout simplement parce que le code électoral dit par exemple que les assemblées du Conseil électoral sont co-signées par le directeur les articles général. 21 et 23 du code. Voilà, sont co-signés et je suis sûre qu'il ne peut pas co-signer un texte qui décide, qui constate de sa faute l'autre. Ça veut dire que ce texte n'a pas été signé par le directeur. Donc, vice de forme et de fond. Justement, il n'a jamais assisté et c'est ça le problème. Ça veut dire que maintenant, le décret du président de la République s'appuie sur quoi? Normalement, le décret devrait s'appuyer sur ce PV. Mais ce PV, pour qu'il soit acceptable, qu'il soit valide, aurait dû porter la signature du directeur général des élections. Mais n'empêche qu'il y avait une situation de crise et qu'il fallait arbitrer. Le Conseil électoral a constaté la faute lourde du directeur général des élections. Et c'est sur la foi des rapports, disent-ils, produits par les démembrements de l'ECAM. Nous avons suivi sur les réseaux sociaux, la chronique mondaine a relayé un ensemble de griefs formulés contre le directeur général des élections. C'était finalement pas, ce n'était que c'est justement ce que nous sommes en train de dire, c'est que le pouvoir en place au Cameroun a tout fait pour garder un rôle central dans la vie de l'institution, dans l'organe de gestion des élections. Parce que lorsqu'il y a ce conflit, lorsqu'il y a ces textes conflictuels, ça oblige le politique à arbitrer. N'est-ce pas? Donc c'est une situation qui évolue. Et finalement, on se rend compte que tant que le politique, le pouvoir, le régime garde un œil sur tous les acteurs, même dans la discipline interne, ça veut dire qu'à la limite, personne n'est libre de faire bien son travail. C'est-à-dire qu'on attend de ce que, est-ce que j'ai satisfait aux besoins du politique? Pourtant, nous sommes là, en tant que citoyens, on veut avoir un organe de gestion des élections qui remplisse les conditions d'indépendance et de neutralité. On reviendra aux causes infra tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne sur la structure, la superstructure, ce qui est visible, les changements observés le week-end dernier. Emmanuel Atangana, il n'y a que le président a dû intervenir pour donner peut-être force
au Conseil électoral qui avait été quelque peu émasculé par le directeur général des élections. On a entendu les cris d'orfraie poussés par les membres du Conseil électoral. Est-ce que ce n'est pas la consécration du Conseil électoral qui doit normalement être suprême à l'ECAM par ces actes du président? Non, je refuse le terme consécration. Le président de la République a juste appliqué une disposition légale du code électoral de 2012, qu'a soulevé Hollande tout à l'heure. Je crois que c'est l'article 25, alinéa 12, qui dispose justement que, en cas de constatation d'une faute lourde par le Conseil de l'ECAM, le président de la République peut nommer un nouveau directeur des élections à l'ECAM. C'est ce qui a été fait. Ce n'est pas une consécration. Et le Conseil électoral de l'ECAM n'a fait que son travail après la lettre de dénonciation du collectif des personnels de Election Cameroun, dénonciation relative à la gestion des ressources humaines et financières de la direction générale d'Election Cameroun. Je crois que, pour reprendre un peu à mon compte ce que disait Roland tout à l'heure, je crois que l'ECAM est une institution très forte. Vous savez que l'ECAM est une inspiration du Canada et que l'ECAM, je peux le dire, j'ai trahi pas un secret, nous a été presque imposé par le Commonwealth. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans la majorité des pays anglo-saxons. Donc, vous négligez l'action des forces nationales, des partis politiques de l'opposition qui ont revendiqué entre 1992 et 2007 la création d'une commission électorale indépendante. Anglo-saxon avec deux organes, un organe presque délibérant qu'on appelle le Conseil électoral et un organe exécutif qu'on appelle la direction générale des élections. Sur l'organigramme, oui. Voilà. Mais n'empêche que c'était une revendication de l'opposition depuis... L'opposition n'a jamais revendiqué la création de l'ECAM. D'une commission électorale indépendante. D'une commission électorale indépendante. Et l'opposition attend toujours... Omer Badji Otabella, je vais revenir à vous. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Omer Badji Otabella, justement, la sortie d'Emmanuel Atangana. Je vais revenir à vous tout à l'heure. La sortie d'Emmanuel Atangana permet de poser cette question. Est-ce que l'ECAM est une commission électorale indépendante? Ou bien c'est un made in Cameroun? Disons que c'est une tropicalisation de ce qui s'est passé ailleurs, notamment effectivement à l'ECAM. Alors, je ne suis pas d'accord avec Emmanuel. Je crois qu'au sorti de la présidentielle de 2004, effectivement, il y a une action conjointe. En même temps, des partis politiques de l'opposition et bien sûr des partenaires au développement pour dire qu'il faut passer à un stade supérieur au regard, effectivement, des tas ou des faiblesses qui ont été relevées dans le processus électoral précédent, c'est-à-dire la présidentielle de 2004, les législatives municipales de 2002 et ainsi de suite. Donc on arrivait quand même au bout d'un cycle, je pense. Donc on arrive effectivement avec cette hybridation. Quand je dis une tropicalisation, c'est qu'en fait, nous avons, avec ce qui s'est passé là, une reproduction un peu d'une crise. En ce sens que vous avez un conseil électoral qui n'est pas doté de pouvoir, constatant par exemple la faute lourde du directeur général, de le démettre. À son insu. À son insu. Qui n'a pas le pouvoir de constater à son insu. Oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, les choses ont voulu ici. C'est pour ça que je parle d'une tropicalisation. Parce qu'effectivement, en fin de compte, on assiste à quoi? C'est vrai que je pense que le code électoral a mis Paul Biya devant le conseil électoral a mis Paul Biya au pied du mur. Nous sommes en année électorale. Essayez d'imaginer qu'on ait ouvert la session parlementaire dans quelques jours avec ça. Je parie que quelqu'un comme Jean-Michel Niche aurait interpellé le Premier ministre en disant « Mais alors, on constate la faute lourde et comment se fait-il que le gouvernement et peut-être le président de la République ne puissent pas réagir ?» Sans compter qu'il fallait s'attendre à la réaction des partenaires au développement du Cameroun par rapport à ça. Parce que j'imagine que si nous n'étions pas à une année électorale, Paul Biya aurait pris tout son temps pour régler cette situation. Mais là, on l'a mis devant le pied du mur, il se devait d'agir aussitôt. Et sans cela, ça interpelle une chose, parce que le conseil électoral, je ne pense pas qu'il en est totalement sorti, il est totalement sorti de cette affaire. On a vu très bien qu'il a failli liquider notamment Mohamed Sani Tanimou. Comme en ça, 2015 oui, avec le conflit qu'il y a eu avec le conseil électoral sous Fonkazou. Mais le président savait très bien que tôt ou tard, il fallait régler, il fallait faire table rase de tout ça. Et vous savez qu'il y a eu un certain nombre, effectivement, alors que des gens espéraient, notamment le président, l'ancien président, espérait son mandat renouvelé, mais il a été débarqué. Donc, le fait que le conseil électoral ait mis Paul Biya au pied du mur, comme ça,
Ça veut dire qu'à plus ou moins long terme, je suis sûr qu'eux-mêmes, ils risquent de subir le même sort. C'est ce que moi, je pense de ce qui s'est passé, mais effectivement, il y a le problème de fond qui se pose. Malheureusement, les choses sont voulues de telle sorte que le président de la République demeure le Deus ex machina, celui qui vient résoudre effectivement une crise qui, une fois de plus, est posée au sein de l'organe de gestion des élections. Je me demande même pourquoi est-ce qu'on n'entend pas depuis... Les dispositions légales je ne comprends pas. Le pouvoir. Oui, parce que c'est voulu comme ça. C'est pour ça que je dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'émotion de soutien. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'émotion de soutien pour justement féliciter le président de ce qu'il est en train de résoudre une fois de plus un problème qui s'est posé à l'ECAM. Tout est voulu comme ça parce qu'effectivement la structure du président, la structure institutionnelle de notre pays veut toujours qu'il soit en quelque sorte le dernier recours, l'ultime recours. Et voilà. Ça donne ces décisions ont toujours été sages. La preuve, c'est que le Cameroun se porte bien. Il n'y a pas de troubles politiques en ce moment. Mais je voudrais d'abord prendre, avant vous, Cyril Roland-Béchon, je voudrais prendre Philippe Soie. On vient de le noter, le président, le nouveau directeur général des élections vient du Conseil électoral. En 2015, il y avait eu une crise au thème de laquelle le DG, le directeur général, avait été démis, remplacé par Abdoulaye Babale, membre du Conseil électoral. Est-ce que ça ne confirme pas ce qu'on dit? Il paraît que même si on mettait deux frères siamois à Elekam, ils ne s'entendraient pas, au vu des textes qui ont été adoptés. Ça confirme, mais Essousse ne vient pas du Conseil, il était directeur général. Non, je parle d'Abdoulaye Babale qui a remplacé Sani Tanimou en 2015. Il venait du Conseil électoral. Non, donc il connaissait un peu l'esprit des membres du Conseil. Les textes sont comme ça, mais si on veut aborder la question assez simplement, en politique, comme dans la vie courante, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc vous voulez comprendre tous les problèmes de fonctionnement à l'ECAM, suivez seulement le circuit de l'argent et vous allez comprendre. l'ECAM est, dans le cadre réglementaire au Cameroun, la seule structure qui bénéficie du privilège du statut de dépense prioritaire de l'État. Dans le cadre de la loi de l'ECAM, il est dit que c'est une dépense prioritaire. Donc, ça veut dire que si dans les caisses de l'État, il y a 100 francs, et l'ECAM veut 100 francs, on lui donne l'argent. Il y a des comptes d'emploi quand même après? Non, je dis que c'est écrit dans la loi. Mais il y a des comptes d'emploi après? Oui, les comptes d'emploi viennent d'abord après le statut. Ce qui veut dire que, premièrement, l'une des choses qu'on ne doit jamais entendre parler quand il s'agit de l'ECAM, c'est des questions de tension de trésorerie. Parce que c'est absolument... Je dis que ça n'a pas de sens. D'accord? Même l'armée n'a pas ce statut. Ni l'Assemblée, ni aucune autre institution constitutionnelle. Seul l'ECAM. Et pourtant, à l'ECAM, il y a des arriérés de cotisations sociales, des arriérés de salaire, des retards sur les avancements. Parce que quoi? Le ministère des Finances juge que l'ECAM n'est pas prioritaire lorsqu'il faut procéder à des dépenses, au point que le directeur de l'ECAM est obligé d'aller se lamenter devant le Premier ministre pour dire que vraiment, je ne sais plus quoi faire, j'ai envoyé des notes, j'ai envoyé des états, on ne paye pas. Ça n'a aucun sens. Première chose. Deuxième chose... La seconde chose. Oui. La seconde, pas la deuxième. Oui. Non, je disais sur le statut... C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une troisième. Ok. Maintenant, au niveau des budgets, l'ECAM, la direction générale, prépare le budget. Et on dit qu'en année électorale, il prépare le budget des élections ou le coût qu'il transmet au conseil électoral, qui le transmet au ministère des Finances pour harmonisation, et le conseil le défend devant le Parlement. Qu'est-ce que nous avons vu en 2017? Parce qu'en 2018, il y a des élections. Au moins, il y a 4 élections que même un simple d'esprit ne peut pas oublier. Or, à l'ECAM, on a quand même sous-évalué le coût des élections de 15 milliards. Parce qu'on a budgétisé 35 milliards et la présidence a rattrapé pour monter le budget à 50 milliards. 33% d'écart pour quiconque a fait la comptabilité. Ce n'est même pas seulement une faute lourde. C'est-à-dire c'est un niveau d'incompétence qui n'a pas de dégâts. Donc il n'y a que deux choses. Soit ils ont estimé que toutes les élections n'auront pas lieu. Et comme elles sont inscrites dans la Constitution, je me demande comment ils ont pu résoudre. Soit alors, ils ont sous-évalué, et dans ce cas, il y a un problème de la qualité du personnel commis à la tâche.
Dans un cas comme dans l'autre, il y a un sérieux problème. À son arrivée, je vous coupe pas, mais on est obligé d'avancer puisque le temps nous tient à la gorge. À son arrivée à la tête de l'ECAM en juillet 2015, Abdoulaye Babale, le directeur général des élections déchues, disait de Sani Tanimou qu'il est paranoïaque. Il disait, je cite, c'est incroyable comme quelqu'un peut penser avoir raison contre tout le monde. 2 ans, 3 ans après, lui-même est tombé pour les mêmes raisons. Alors, je voudrais savoir avec vous, Cyril Béchon, est-ce qu'à l'ECAM, le ver ne se trouve pas dans le fruit? Est-ce que ce n'est pas des problèmes structurels et organisationnels qui rejaillissent sur le fonctionnement de l'ECAM au quotidien et qui empiètent même sur sa capacité à fonctionner comme commission électorale? Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de revenir sur ce que M. Atangana a dit tout à l'heure au sujet de l'organe de gestion des élections. Non, on ne peut pas dire sur ce plateau qu'il n'y a jamais eu de revendication par rapport à une commission électorale indépendante. Nous l'avons dit. C'est vrai que bis repetita placet, mais le public a bien noté qu'on l'a dit. L'Église catholique a plaidé pour ça, nouveau droit de l'homme. Maintenant, c'est une affaire de nom. Mais les acteurs, on n'avait pas besoin, on peut mettre même tomate chien, n'importe quoi. L'essentiel était, non, pas du tout, l'essentiel était maintenant sur le texte, n'est-ce pas? Sur le texte qui organise, qui met en place. C'est ça que moi je vais partager votre point de vue sur lequel le problème est structurel. J'essaie de... Non, je vais embrayer dans votre question. Là maintenant, on vous dit que je suis d'accord avec l'idée selon laquelle l'ECAM a un problème structurel. Structurel tout simplement parce que, vous savez, un code est un texte infraconstitutionnel. Ça veut dire que si ce texte n'est pas bien fait, c'est sûr qu'on a une institution qui part à lambeaux. Tout simplement parce que il faut que le pouvoir, la question du pouvoir au sein d'une institution, c'est une question clé. Qui a le pouvoir? Mais on s'est bien rendu compte qu'à l'ECAM, on n'a pas donné, on ne sait pas qui a effectivement le pouvoir. Et c'est la question du conflit. Tout le conflit à l'ECAM est une question du pouvoir. Et une institution ne peut pas être sereine quand la question, même chez vous, dans votre famille, c'est la première des choses. On sait que quand il rentre, c'est lui qui a le pouvoir. Quand il n'est pas là, c'est madame. Donc, c'est cette question qui est posée à l'ECAM. La révision du code électoral en 2012 n'a pas réglé, a tout simplement dit que le président du conseil électoral est président d'élections Cameroun, mais n'a rien réglé dans le fond. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que, permettez-moi, c'est que même le politique au Cameroun viole la loi. Je vais vous dire pourquoi. Le décret du président de la République, le dernier décret qui est récent, on ne peut pas dire au Cameroun qu'on a un état de droit, mais en même temps, on fait fi du droit et de la lettre et des lois. Pourquoi je le dis? Le code électoral dit que lorsqu'une faute lourde est constatée, un nouveau décret est pris pour que la personne nommée, je dis ça en mes termes, finisse le mandat. Mais on a vu un décret qui nomme un nouveau DG pour 5 ans. Je me demande bien sur quelle base on s'est appuyé. Je me demande. Peut-être parce que c'est le mandat de Sani Tanimou qui finissait. Non, il a fait 2 ans. Non, je parle de Sani. Entendons-nous bien. Ouais. Je parle de Sani Tanimou dont le mandat a été renouvelé en 2013. Il a été nommé pour 5 ans. Son mandat a été interrompu en 2015. 3 ans après, ça fait 5 ans. Peut-être que Babale a achevé le mandat de Sani Tanimou. Vous voyez que c'est peut-être... C'est beaucoup de peut-être que... Et en matière, oui, ce sont des hypothèses. Et en matière de droit, les hypothèses, on ne fait pas trop de philosophie comme ça. Je vais vous expliquer une chose. D'abord, ce décret. Moi, j'ai un problème de fond avec ce décret. Vous savez, le professeur Ndouadi, souvent, il parle souvent quand il parle d'un texte qui ne répond pas aux conditions. Magloire ou Alain? Non, Magloire. Il dit vraiment... Ça, on dit que ce texte-là n'existe même pas. Parce que la réalité, d'abord, le décret, il s'appuie sur quoi? Sur un texte qui, juridiquement, ne peut pas créer des faits. Je vous ai dit que ce PV, mais si on le prend comme ça, Babale n'avait pas été DG. Parce que lui aussi avait été... Il continuait simplement le mandat de Sani Tanimou, peut-être. C'est pour vous dire que cette loi, telle qu'elle est faite, elle permet, elle laisse la porte, et le politique l'a voulu ainsi. Parce qu'en 2012, n'est-ce pas, il y a eu, sur demande du président de la République, des consultations menées par le Premier ministre au Cameroun. Les acteurs, les éminents experts des questions électorales au Cameroun ont été consultés. Mais
contre toute attente, bon, pas contre toute attente, je crois qu'on n'était pas très surpris de voir que les revendications, les questions de fond n'avaient pas été prises en compte. Mais tout simplement, le parti au pouvoir et le régime a voulu mettre en place une institution aux ordres qu'il pouvait manipuler, faire de ça ce qu'il veut. On n'a Emmanuel Atangana, je reviendrai à vous. Je prends d'abord Emmanuel Atangana. C'est ça que nous demandons aujourd'hui, à la veille des élections. Il y a encore temps pour le chef de l'État de remettre la balle au centre et de permettre effectivement qu'on ait une institution en mesure de garantir la crédibilité des élections au Cameroun. Emmanuel Atangana, je reviens avec cette question. Oui. Est-ce que le fait que le Conseil électoral ait déposé un directeur général des élections n'est pas une preuve ou un commencement de preuve qu'il y a un certain pouvoir qui est conféré au Conseil électoral et donc que le président de la République n'est pas le super puissant? Justement, le président de la République n'est pas le super puissant, parce que je crois que je ne récite pas les articles, je ne suis pas un bon juriste comme madame, je crois que c'est l'article du code électoral qui précise que l'ELECAM est un organe indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision des élections au Cameroun. Mais le dit, ce n'est pas créer les conditions. Écoutez madame. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République, la seule chose qu'il peut faire, et c'est l'application des dispositions de ce code électoral qui lui permet de nommer, en cas de faute lourde, un directeur général des élections à l'ELECAM Cameroun. Et c'est ce qui s'est passé lundi dernier. Après ce conseil extraordinaire du conseil électoral de l'ELECAM. Maintenant, Roland dit que le président de l'ELECAM n'est pas inférieur au pouvoir en place. C'est évident. Non. C'est évident. Non, je dis que les dispositions dans une institution normale sont faites de telle manière que, écoutez-moi, de telle manière que l'ELECAM est chargé pas de l'élection. l'ELECAM est chargé du processus électoral au Cameroun. Ça veut dire l'inscription. Ça veut dire que c'est pas le jour que le citoyen va déposer son bulletin pour le vote biométrique, c'est pas le jour du scrutin. C'est pas le jour du scrutin que les inscriptions qui sont biométriques commence son travail. Comprenez? Ça veut dire que vous, moi, nous tous citoyens camerounais, les acteurs politiques et notamment les partis politiques, la société civile et nous, les électeurs, nous sommes partie prenante. C'est pas une affaire du président de la République. Le président de la République regarde ça de loin. Non, de loin. La loi lui donne deux prérogatives, deux dispositions seulement. Je crois que c'est l'article 44 qui dispose que, en cas de dysfonctionnement ou de défaillance, le président de la République peut prendre des mesures pour éradiquer, pour remédier à cette situation. L'article 25 qui lui donne le pouvoir de nommer un nouveau directeur général et c'est une mauvaise interprétation de quoi. Emmanuel Atangana, je vous permets de respirer et de repartir. Parce que c'est une question qui coule de source. C'est une mauvaise interprétation de dire que le président de la République a nommé un nouveau directeur général pour 5 ans. Non. Nous l'avons déjà constaté. Le texte dit le président de la République, non, il termine le mandat. Il c'est la loi qui dit. Maintenant, le décret est clair. Maintenant, ça, c'est les faits. C'est les faits, Emmanuel Atangana. Le débat est clair. Ce décret dit que le président actuel va terminer le mandat du président. Non, le décret est clair. Emmanuel Atangana, ça, c'est les faits. Le président de la République a nommé Éric Essoussé pour un mandat de 5 ans. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Essoussé peut-être commence un nouveau mandat parce que Babale a terminé celui de Sani Talian. Peut-être. Maintenant, la question que je voudrais vous adresser est celle-ci. Pourquoi le législateur peine à clarifier les choses au niveau de l'organigramme de l'ELECAM? Pourquoi ne pas consacrer, je reviens avec cette question, le pouvoir du Conseil électoral sur la direction générale des élections qui est un bras opérationnel simplement? Tout simplement. Je crois qu'il y a une disposition légale. Je crois que je n'ai pas les textes avec moi, je crois que c'est le titre 2 de la loi électorale qui précise les missions du conseil électoral et celle de la direction générale. Qui est l'ordinateur de dépenses à l'ELECAM? L'ordinateur, c'est le directeur général des élections. C'est clair. Philippe Soir, je voudrais vous poser cette question. Qui tient le pouvoir? Celui qui a la signature ou celui qui gère la caisse?
Les deux. Pour le cas de l'Écam, les deux. Parce que ce que le politique a fait, c'est en même temps que le directeur général des élections est ordonnateur, il a créé une dotation spéciale pour le conseil électoral. En fait, c'est le nœud gordien de l'affaire, qui a une enveloppe de 2 milliards par an. Et plus que ces 2 milliards sont dédiés au conseil, les membres du conseil, je veux dire, n'ont d'yeux et d'oreilles que sur cet argent. Malheureusement, celui qui peut mouvementer, c'est le directeur général. Et donc, chaque fois, je veux dire, chaque jour, il demande, mais que sont devenus les 2 milliards? Pendant que le directeur général s'affaire à autre chose, les gars demandent, mais que sont devenus les 2 milliards? Et c'est pour ça qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé cette question, on ne sortira pas de l'eau. Mais plus largement, sur ce que M. Atangana a dit, Emmanuel, il faut, le diable se cache dans les détails. Il faut remonter à la source. L'exposé de motifs de la loi de 2006 créant l'Écam dit que c'est un projet de loi initié par le président de la République. Initié par... Si ce n'est pas le Parlement, c'est forcément le président de la République, d'ailleurs. Non, ce n'est pas pareil. Dans le dispositif normatif du Cameroun, si ce n'est pas le Parlement, c'est le président de la République. Non, ce n'est pas la même chose. Les mots ont leur sens. Je reviens à vous. Au même Badio Tabela. Je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. 2 points. Le premier point trait à ça. Quand vous posez la question à Emmanuel Atangana, si effectivement le Parlement a la possibilité, c'est faire fi de l'histoire parlementaire. Le législateur, pardon. C'est faire fi de l'histoire parlementaire de ce pays. On sait très bien que effectivement la plupart des lois, ou tout au moins des projets de loi, émanent de l'exécutif. Et généralement, tout est goupillé quand ça arrive à l'Assemblée nationale. Et ce n'est qu'à la marge, parfois, qu'effectivement, le législateur peut modifier le contenu. Et ça ne va pas changer dans le cas d'espèce avec l'Écam, malheureusement. Et quand bien même on serait là, on voit très bien parfois comment est-ce que le président de la République a la faculté de contourner. Je vais vous prendre un autre cas, en sortant du cas de l'Écam. Les entreprises publiques à caractère commercial. On voit très bien souvent quand on veut changer un dirigeant, parce que les textes de l'OADA interdisent au président de la République de nommer directement. Mais qu'est-ce qui se passe généralement? Le conseil d'administration, généralement, démet celui qui doit partir, mais généralement, il y a quelqu'un qui arrive de la présidence de la République avec une enveloppe, on dit voilà, et le président du conseil national, du conseil d'administration lit en disant, sur proposition du président de la République, le conseil d'administration nomme tel. Vous voyez comment est-ce que le président de la République arrive à contourner l'OADA parce que effectivement il ne peut pas nommer directement. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je finis par là. Vous évoquez un autre point. Je vais parler du rapport de force. Qu'on le veuille ou pas, Éric Essoussé, Abdou Karim doivent comprendre une chose. Sur la base des cas Fonka, Sanimou et maintenant Egbe, Babale, ils doivent comprendre une chose, c'est que le conseil électoral c'est un moyen de chantage ou de pression qu'on appelle la faute lourde qui doit peser désormais sur le directeur général des élections. Et chaque fois qu'effectivement des problèmes d'argent se poseront et que le directeur général ne voudrait pas satisfaire aux desiderata du conseil électoral, je regrette, cet objet de chantage pourrait être brandi à tout moment. Emmanuel Atangana, j'espère qu'il en retiendra la leçon. Il est 13h moins, j'ai envie de le dire trivialement. Pour sortir, est-ce qu'il y avait un risque, une hypothèque sur l'organisation du scrutin d'octobre ou de novembre ou de septembre? Je l'ai dit, j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure en disant que l'Écam n'est pas chargé d'organiser un scrutin. Et l'Écam est chargé d'organiser, de superviser le processus électoral. Donc même on peut changer 10 000 fois les directeurs généraux de l'Écam dans cette année électorale, les élections auront lieu à date. Elles sont bien organisées parce que les dispositions du code électoral sont faites d'une telle manière que tous les acteurs politiques dans le pays, c'est de l'optimisme. Oui, ça c'est une sorte de prophétie. On a vu la dernière élection sénatoriale du 25 mars dernier. Est-ce qu'il y a eu des revendications? C'est pas la même envergure. C'est pas. En tout cas, on l'a noté, on a bien assisté à un report d'élection au Cameroun en 2002 sur des questions organisationnelles. On avait décalé d'une semaine. Mais en tout cas, on l'a bien entendu. Je le dis que les petits remous, c'est une question de personne entre les directeurs généraux des élections et le président du conseil. Emmanuel Atangana, je voudrais donc, je voudrais pour conclure l'émission convoquer les faits. Dans son exposé, le président du conseil électoral, Eno Abraham Egbe, a signalé, a indiqué que parmi les causes qui ont conduit vers le constat de la faute lourde du directeur général des élections, il y avait la menace ou bien une hypothèque ou
voici les mots précis, une démobilisation avant l'organisation des élections. Oui, mais chacun analysera. C'est le constat a été fait par des personnes compétentes. Je vous remercie, chers messieurs et madame, bien sûr, d'avoir été là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons, je souhaite avec vous certainement un bon après-midi à nos téléspectateurs qui nous ont regardés pendant 90 minutes. Vous retrouverez les visages habituels à la présentation de ce programme, Carole Millet-Melon et Bouba Ngomna, à partir de dimanche prochain. J'ai dû les remplacer au pied levé pour des besoins de la continuité du service de la télévision. À très bientôt dans un décor qui m'est plus familier et sur Canal 2 International, bien sûr. Bonjour.